eu effectivement de témoignages d'auditeurs. Donc nous allons peut-être être, je crois, avec Eric. Bonjour Eric, vous habitez où ? J'habite à Londres. Bonjour Pascal. Oh, la chance. Vous habitez Londres. Quelle chance. C'est une chance d'habiter Londres, Eric ? Avec le Premier ministre qu'on a, absolument pas, non. Bon, avec le Premier ministre londonien, vous voulez dire anglais ? Londonien, exactement. Il ne vous plaît pas. Des histoires sordides. Il y a des histoires sordides en ce moment. Quel âge vous avez ? 52 ans ? 52 ans, oui. Bon, et vous êtes plutôt à droite, plutôt à gauche ? Plutôt à droite. Plutôt à droite. Vous avez voté pour Marine Le Pen, peut-être, ou pour... Exactement, oui, j'ai voté pour Marine Le Pen. Depuis plusieurs élections, déjà. Depuis plusieurs élections. Au départ, vous étiez à 52 ans. Au départ, vous étiez un électeur plus traditionnel de la droite ? Plus traditionnel de la droite. J'avais dû voter Sarkozy. Puis après, écoutez, j'ai glissé parce que le grand remplacement, on le voit. Et puis, je trouve que les idées de Le Pen originellement ne sont pas des idées absolument sordides et qu'il faut balayer d'un revers de la main. Je pense qu'au contraire, il avait raison avant beaucoup d'autres personnes. Et d'ailleurs, il y a même une personne de gauche qui, il y a quelques jours, a parlé du grand remplacement à Mayotte. Vous voyez ? Donc, ça n'est pas une exclusivité de la droite ou de la dite extrême droite. Bon, quel est aujourd'hui votre sentiment sur ce qui s'est passé, par exemple, hier soir, place de la République ? Lamentable, indécent. Imaginez que des gens de droite fassent la même chose sur une personnalité de gauche comme Mélenchon. Les gens se diraient, regardez, ils sont nuls, indécents, fascistes, c'est immonde. Mais là, ça passe comme une lettre à la poste, ça passe crème, comme disent les jeunes, c'est pas grave. Mais moi, je suis pas étonné, Le NPA, l'extrême gauche, se singularise toujours par leur violence verbale et physique et leur indécence morale. Bon, voilà. En même temps, on peut s'interroger, ça sert peut-être les intérêts de Marine Le Pen. Peut-être que tout cela est contre-productif. Oui, je sais pas. Enfin, moi, je me réjouis pas d'un truc indécent parce que ça aiderait quelqu'un de mon camp. Vous voyez, je regarde juste ça, je trouve que c'est nul, c'est absolument nul. J'ai juste regardé quelques minutes des vidéos sur un réseau. On entendait des jeunes dire Marine Le Pen, t'es la prochaine. Enfin, vous vous rendez compte ? Mais là où vous avez raison, c'est que il est possible que si Marine Le Pen un jour est élue président de la République, certains n'acceptent pas le vote démocratique et qu'on entre dans une période de grande turbulence. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot, peut-être, députée de la France Insoumise, qui était invitée ce matin de Radio-Télé Luxembourg et qui réagissait à ce qui s'est passé place de la République. Ça ne me choque pas et je trouve que ceux qui sont choqués par ce qui s'est passé hier, d'une jeunesse qui continue d'emmerder le Front National, sont Charlie le matin dans un esprit Charlie et puis le soir sont choqués que des gens puissent faire une blague ou des rassemblements symboliques sur la mort d'un dirigeant d'extrême droite qui a été, je le rappelle, un tortionnaire en Algérie, qui a insulté à la fois les personnes de confession juive, de confession musulmane, qui a été multi-condamné pour haine raciale et pour incitation au meurtre contre les personnes roms. Bref, je crois qu'on ne peut pas être Charlie le matin et s'en prendre le soir à une jeunesse. Sur un cadavre le soir. Rien ne justifie qu'on danse sur un cadavre. Mais personne ne danse sur un cadavre. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Enfin, personne ne danse sur un cadavre. Si, c'est ce qui s'est passé hier, effectivement, Mathilde Panot, qui est députée de la France Insoumise. Ce qui est intéressant, c'est évidemment, Eric, de juger un homme politique à ce qu'il a dit, à la vision qu'il a eue, à savoir s'il s'est trompé ou pas. Et c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a été le seul à imaginer, les difficultés de l'immigration massive. Et c'est vrai que il a le premier parlé d'un islam conquérant et parfois hégémonique. Alors évidemment, le grand paradoxe, c'est que tout cela a été parasité par ces outrances qui ont même, d'une certaine manière, sinon discrédité, en tout cas, je le dis, parasité son combat contre cette immigration massive qu'il dénonçait. Je vous propose peut-être d'écouter ce qu'il avait dit le 13 février 84. C'est quelque chose dont ma génération se souvient assez précisément parce que nous avions 20 ans. La vie politique était assez calme, disons-le, avec des personnages assez classiques, Raymond Barre, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Georges Marchais était peut-être un peu différent, mais en tout cas, l'arrivée sur la scène médiatique de Jean-Marie Le Pen va bousculer fortement les codes du moment. Et je vous propose d'écouter ce qu'il dit sur l'immigration le 13 février 84. La véritable vague déferlante de l'immigration en provenance du tiers-monde vers un pays comme le nôtre,
frappés par la dénatalité, deux pays qui sont à la fois pauvres et connaissent une véritable explosion démographique. Je pense que vous y reviendrez. Je crois que ce sont les gens qui veulent fermer les yeux, qui veulent frapper cette question de tabou. La constitution de véritables villes étrangères, imperméables à l'autorité, au fisc, à la police. Comment expliquer aux gens qu'elle les menace ? Bon, c'est intéressant d'écouter ça à 40 ans de distance, et puis après, j'ai envie de dire, chacun se fera son opinion, mais je n'ai pas besoin beaucoup d'insister pour imaginer que ceux qui sont en train de nous écouter disent « bah oui, effectivement, ça c'est pas toute la France, hein, bien sûr, mais oui, il y a des territoires perdus de la République. » Deuxième passage de Jean-Marie Le Pen, toujours dans cette heure de vérité, voici ce qu'il dit sur les assistés sociaux. Beaucoup ne sont dans notre pays que des assistés sociaux. La France n'a pas actuellement les moyens de nourrir ni d'entretenir les chômeurs étrangers. Ceux qui travaillent et qui en ont ras-le-bol, monsieur Duroy, que les charges ne cessent d'augmenter, que le fisc ne cesse de les tracasser, de porter sur leur dos des gens qui ne travaillent pas et qui, en quelque sorte, passez-moi l'expression, vivent à leur crochet. Là encore, c'est quelque chose qui n'est pas dit dans ces années-là et que monsieur Le Pen dit assez clairement. Alors, ça fait partie des analyses qu'on peut juger avec le recul comme pertinente. En revanche, je vais vous faire écouter maintenant des outrances, des dérapages et des choses qui ont parasité le discours. Par exemple, ce qu'il dit sur l'homosexualité, qui n'est pas acceptable. L'homosexualité n'est pas un délit, mais elle ne doit pas être non plus une valeur privilégiée. Car de toute évidence, elle constitue relativement une anomalie biologique et sociale. Bon, évidemment que ce type de phrase, même dans la France des années 84, choquait la jeune génération qui était la nôtre à l'époque. Nous sommes quelques mois plus tard, en novembre 84, et c'est Jean-Pierre Elkabbach qui faisait à l'époque l'émission Découverte, qui a eu beaucoup d'échanges avec Jean-Marie Le Pen. Et à son micro, Jean-Marie Le Pen parle de Front National. Je prends les paris que le Front National occupera dans la vie politique française une place de plus en plus grande, parce que les idées qu'il défend continuent de cheminer et de s'étendre sous la pression des événements. Et c'est ce qui s'est passé, là encore, on est en 84, il y a 40 ans. Je vous propose d'avancer un petit peu dans le temps, on est le 26 février 2001, et que dit-il précisément, puisque arrive la fameuse campagne électorale de 2002 ? Je vais vous démontrer que l'avenir est aussi devant nous. Je serai candidat et je pense que ceci constituera peut-être une grande surprise dans une élection qu'on préjuge aujourd'hui et dans laquelle qu'on prétend devoir se jouer entre Jospin et Chirac. Personne ne peut jurer aujourd'hui que Jospin ou Chirac seront candidats à ce moment-là. Et c'est au deuxième tour. Et c'est ce qui arrivera le 21 avril 2002. Personne n'a oublié ce soir si particulier. Je vous propose d'écouter l'annonce du résultat du premier tour de l'élection présidentielle sur Europe 1. Estimation donc Ipsos, énorme surprise pour cette présidentielle, premier tour 2002. Édouard Le Cerf, les chiffres. Les chiffres, Jacques Chirac obtiendrait 20%. Derrière lui, Jean-Marie Le Pen obtiendrait 17% des voix. Et vous avez reconnu la voix de Guillaume Durand. Toujours sur Europe 1, et cette fois en 2011. Voici ce que dit Jean-Marie Le Pen sur l'islamisme. L'islamisme, de plus en plus puissant, a engagé contre la République, conduite par des dirigeants aux mains molles, un bras de fer qu'il a toutes les chances d'emporter. Et ce combat contre l'islamisme, qui aujourd'hui d'ailleurs est mené par Bruno Retailleau, je le répète, à l'époque, ceux qui défendent ces sujets-là sont effectivement, et c'est ça qui est compliqué en France, sont ciblés du doigt, montrés comme islamophobes, montrés comme racistes. Non, c'est simplement pointer le danger, et parfois celui qui dit la vérité doit être exécuté. C'est ça la difficulté pour un homme politique, de parler. Dernier archive que je voulais vous faire écouter, c'était sa vision de la mort, et il l'a confié à Jean-Pierre Elkabbach. Nous sommes en 2002. Après toutes ces élections de 2002, ce sera votre ultime combat. Non mais pourquoi ? Est-ce que ça sera votre ultime reportage ? Non, mais ça c'est autre chose. Non mais si, c'est exactement la même chose. Vous êtes comme moi dans la main de Dieu et vous ne savez pas lequel de nous deux tombera le premier. L'ultime combat, c'est quand ? Je ne sais pas. La mort, c'est l'ultime combat.
Voilà ce que disait Jean-Marie Le Pen à Jean-Pierre Elkabbach. Il est 11h46, nous allons marquer une pause et puis peut-être aurons-nous des sujets plus... j'allais dire plus léger, mais en même temps, c'est l'actualité, c'est surtout notre vie politique. Je ne sais pas si lorsque vous aviez 15 ans, 20 ans, vous vous intéressiez à la politique, chère Géraldine Amont, si ça faisait partie, si vous avez des souvenirs. En 84, vous étiez toute petite. J'avais seulement 3 ans, oui, exactement. Oui, donc effectivement, pour regarder l'heure de vérité le soir, c'était... Bon, mais en 2002, vous oui, avez bien un sûr, souvenir. j'ai voté, bien sûr, c'était les premières années où j'ai pu voter. Bon, l'heure de vérité, c'est une émission célèbre, il y avait un générique qui était resté dans les mémoires. Vous savez qu'à l'époque, quand il passe en février 84, il n'y a que 3 chaînes. Canal+ n'est pas encore né, figurez-vous. Il y a 3 chaînes, la 1, la 2, la 3. Donc, l'heure de vérité, c'est à 20h30. Et c'est sur Antenne 2, ça s'appelait pas France 2, Antenne 2. C'était présenté par François-Henri de Virieux, et il y avait 3 chroniqueurs qui passaient. Alain Duhamel, il y avait un chroniqueur qui était invité, ce soir-là je crois que c'était Servan-Schreiber, Jean-Louis, non pas Jean-Jacques, et le 3e c'était Albert Duroy qui était toujours là, qui était le chef du service politique d'Antenne 2. Bon, voilà, ça c'est la musique de l'heure de vérité. Mais c'était un événement. Et cette heure de vérité du 13 février 84, dans ma génération, comme nous nous intéressions à la politique, je me souviens très bien l'avoir vu en direct. Et je l'avais vu en direct avec des amis. On l'avait regardé ensemble. Et puis, c'était un événement politique. Et le lendemain, on parlait, évidemment, à la fac. Moi, j'étais à la fac de droit à ce moment-là. Et évidemment, on échangeait. C'était quelque chose qui nous passionnait. La vie politique avait vraiment un sens très puissant, très fort. Il est 11h47 et vous étiez dans vos berceaux. Je ne sais pas ce que vous faisiez. Monsieur Boubouk, lui, il était il avait 3 ans. Lui, il était même en 84, il avait rien. Ah non, je pense en 2002. Oui, en 84, il était pas là. Il était même, ses parents s'étaient même pas rencontrés, peut-être. Monsieur Boubouk, vous m'écoutez là? Oui, je vous écoute. Ça vous en fichez de ce que je dis? Non, mais j'évite de vous relancer, il est 48. Voilà, bon, c'est tout. Merci, à tout de suite. Bon, écoutez ce que disait Louis Alliot sur le rassemblement de La République hier soir. Vous avez la chienlit, toujours la même dans la rue, la racaille gauchiste qui manifestait hier. Mais c'est les ferments de la guerre civile. Voilà, la gauche est associée à la guerre civile. Ces gens-là, s'ils ne sont pas contenus, s'ils ne sont pas encadrés, eh bien, finiront par passer à l'acte. On le sait depuis le 7 octobre et les massacres en Israël. On voit bien que les langues se sont déliées et que ces gens-là sont capables de tout. Donc moi, je me méfie beaucoup de ces manifestations spontanées de haine sur la mort d'un homme, sur la mort d'un Français, sur la mort d'un patriote. Et je regarderai attentivement dorénavant la manière dont l'extrême gauche gère la politique en France. Non, mais ça va être intéressant parce que je le disais tout à l'heure, si un jour Marine Le Pen est élue président de la République, ces gens-là... Peut-être, hein, bien sûr, seraient prêts à prendre les armes, et non pas les armes. Les armes. Abdel est avec nous, Abdel qui habite Valenciennes. Bonjour Abdel. Oui, bonjour Pascal, comment allez-vous? Et vous-même? Très bien, les fêtes de fin d'année sont bien passées. Le début d'année, on démarre en trompe, mais ça va, tout va bien. Bon, que vous inspire le décès de Jean-Marie Le Pen? Le décès de Jean-Marie Le Pen me fait penser tout le contraire d'une vraie personnalité qui a apporté un plus à la société. Pourquoi? Là, c'est le contraire. C'est que quand on me dit Jean-Marie Le Pen, si pour le peu je me souviens des petites phrases qui ont été violentes et ce qu'il a apporté, on ne peut pas avoir malheureusement pour la personne, je dis condoléances quand même, mais par rapport à tout ce qu'il a fait, notamment on va dire son parti, la création de son parti, il faudra me donner vraiment quelque chose qui a apporté aux Français et à la France, tout simplement. J'entends bien, mais ce que vous dites, pardonnez-moi, c'est pas très argumenté. Moi, qu'est-ce que vous reprochez précisément dans son parcours politique et prise de position avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord? Alors, Pascal, je pense que les choses que je vais vous dire sont facilement... vous tapez le nom de Jean-Marie Le Pen, les premières choses qui vont se ressortir, c'est les petites phrases sur la Shoah, sur les chambres à gaz, sur les Roms, sur les homosexuels. Voilà, j'ai pas vraiment besoin d'argumenter. Non, mais vous avez parfaitement raison de souligner que ces phrases et ces provocations et ces dérapages sont parfaitement inadmissibles. Ce qui est intéressant, c'est aussi chez un homme politique, au-delà du caractère, et effectivement, ces phrases, elles sont rejetées par la classe politique, mais
est-ce que vous lui reconnaissez une qualité d'analyse sur notamment l'immigration massive qui a pu mettre en danger la société française et la modifier de fond en comble? Alors, la seule qualité que je cherche depuis longtemps, pas que depuis hier son décès, la seule qualité que je pourrais lui donner, c'est d'avoir compris la manipulation qui pouvait être mise en place sur la pensée des gens. C'est-à-dire qu'il est tellement descendu du bas sur le fait de critiquer le prochain que certains se sont reconnus dans cette parole et lui ont donné de l'importance. C'est la seule qualité que je trouve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Rassemblement national fait tellement de pourcentage sur le fait de dénoncer telle ou telle personne ou telle religion en disant que c'est la problématique centrale pour que la France aille mieux. Voilà, il n'y a pas de vivre ensemble, il n'y a pas de respect. C'est difficile de vivre ensemble parfois, convenez, avec des gens qui imposent un mode de vie qui ne traduit pas celui de l'histoire de France, tout simplement. Moi, je parle jamais de religion, je parle souvent de mode de vie. Il y a des modes de vie qui ne correspondent pas à l'ADN de notre pays, de sa culture, de ses mœurs. Et le vivre ensemble, parfois, est difficile pour cette raison. On va marquer une pause, je ne sais pas si Abdel va rester avec nous, mais on peut évidemment entamer la discussion et puis moi je trouverais formidable ce vivre ensemble, bien sûr, si personne n'imposait à l'autre ni sa culture ni ses mœurs, mais c'est vrai que parfois on a ce sentiment d'une volonté d'imposer quelque chose qui ne correspond pas, je l'ai dit, à l'histoire de France. En revanche, je termine avec Abdel, parce qu'Abdel, visiblement, vous n'êtes pas un fan de Jean-Marie Le Pen. En fait, je suis plutôt fan des personnes qui laissent une bonne image ou qui ont apporté une plus-value, quelque chose de magnifique qu'on puisse partager, que quelque chose qui est négatif et qui fonctionne sur la colère des gens. Quels sont, par exemple, les hommes politiques que vous vénérez ? Alors, la personne que j'ai discuté encore avec un ami hier, c'est par exemple Gandhi. J'ai pris l'exemple de Gandhi et Jean-Marie Le Pen pour prendre vraiment des summums de la positivité de ce qui est négatif. Je suis d'accord avec vous, mais bon, un homme politique, c'est un combattant. Et un combattant, c'est pas un saint. Simone Veil. Voilà, je vais prendre Simone Veil pour rester dans la politique. Oui. Simone Veil, c'est un très bon exemple. Jean-Marie Le Pen, c'est un très mauvais exemple. Voilà. Là, je suis concret, je suis dans la politique. Écoutez, c'est votre avis. Et vous avez forcément raison. Et Madame Le Pen, Madame Veil, évidemment, a eu des combats magnifiques. Et notamment celui de l'interruption volontaire de grossesse. C'est vrai que c'est deux registres différents. Et c'est pourquoi vous votez pas sans doute pour Jean-Marie Le Pen ni pour sa fille. Pourtant, je vis dans une ville qui vote, on va dire, à 90% le Rassemblement national, et pourtant, ils m'apprécient énormément et je les apprécie énormément. Et il n'y a pas de problème de vivre ensemble. Et vous votez... s'il n'y a pas de problème de vivre ensemble, vous avez beaucoup de chance. Parce que moi, des problèmes de vivre ensemble, j'en entends beaucoup. Alors, oui, on en entend beaucoup, mais vous savez très bien, moi je deviens à peu près comme tous les Français. Ça veut dire que, bizarrement, je me mets facilement en colère, je veux dire, sur certains faits politiques ou certaines choses qu'on n'a pas le droit, mais en même temps, je n'exprime pas non plus dans les rues en criant que c'est à la faute de l'autre parce qu'il fait pas la même chose que moi. Non, je respecte, et puis à partir de là, on essaie de trouver une discussion en commun pour résoudre différents problèmes. On ne monte pas l'un sur l'autre.